À la une ce soir, la santé, l'éducation, le financement des PME, le transport, des secteurs qui font l'objet de coopération ivoiro-marocaine. 14 nouveaux accords ont été signés entre les deux pays. Que rapporte-t-il à la Côte d'Ivoire? La réponse dans ce journal. L'état des lieux des projets engagés par le groupe Bouygues en Côte d'Ivoire a conduit le directeur général délégué du groupe auprès du vice-président ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a ensuite échangé avec une délégation du patronat français. Aujourd'hui, c'est le Mardi Gras. Les tout-petits se sont déguisés. Au programme de la journée, des processions dans les rues, des partages de repas en lieu et place du programme scolaire habituel pour marquer la veille du mercredi des Cendres, premier jour du carême chrétien. Le corps d'Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition congolaise, repose depuis un mois dans un funérarium de Bruxelles. La famille vient de mettre fin au désaccord pouvoir-opposition. Son rapatriement est annoncé pour le 11 mars prochain. Bonsoir à tous. 14 nouveaux accords viennent booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils concernent entre autres la défense, la santé, les PME et le transport. Voyons maintenant de plus près les retombées attendues de ces accords. C'est avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Le Maroc aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la remise à niveau de son armée. Deux importants mémorandums viennent d'être paraphés dans ce sens entre l'État ivoirien et le groupe marocain Attijari Wafa Bank. Ils portent sur deux projets prioritaires de la loi de programmation militaire 2016-2020. Alors, en ce qui concerne le projet Hexagone, c'est un projet qui va nous permettre de déplacer l'état-major actuel pour réaliser un état-major intégré qui sera situé à Akwedo, sur les camps actuels d'Akwedo, et libérer l'emprise du camp Galeni au plateau, qui va être revalorisé pour autre chose. Pour l'Hexagone, c'est environ 45 milliards de francs CFA. Le deuxième projet, il s'agit de projets immobiliers, donc de logements pour les militaires. Tous les militaires qui seront intéressés donc, par ce projet pourront y accéder. Et l'État va donc pouvoir garantir, on va dire, le remboursement. Des médicaments à bas coût et fabriqués en Côte d'Ivoire par une firme marocaine. Tout le sens de cet autre mémorandum d'entente portant sur le financement du projet de construction d'une unité industrielle pharmaceutique. Pharma 5 va s'implanter aussitôt. Nous avons déjà le terrain, ils ont les financements, Pharma 5, et le premier industriel de fabrication de médicaments au Maroc qui a mis à la disposition des Marocains un traitement contre l'hépatique virale. Voilà, et vraiment à un coût très bas. Et c'est un investissement qui va dépasser les 12 millions d'euros et qui va avoir un impact sur la création d'emplois, mais aussi la valeur ajoutée pharmaceutique. Le Maroc se dit également favorable au développement du réseau routier et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cette bonne volonté, l'État ivoirien bénéficiera du soutien financier du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Nous avons deux conventions qui sont prévues. La première, elle concerne le financement des routes pour un montant de 108 milliards de francs CFA. Et la deuxième convention, elle concerne l'encouragement de l'entrepreneuriat des femmes ivoiriennes et qui porte sur un montant ou une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Avec nos partenaires, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir en définir toutes les modalités pratiques pour que très rapidement, en fait, ce financement puisse profiter à ces entreprises qui sont dirigées par les femmes. Dans cette nouvelle dynamique amorcée dans les relations ivoiro-marocaines, l'économie numérique figure en bonne place. Il est ainsi prévu la création d'un technocentre à Abidjan. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer du modèle marocain en matière d'incubation des entreprises start-up dans le secteur des TIC. Donc il s'agira de pouvoir regrouper sur un même site des entreprises qui ont des projets innovants dans le secteur des TIC, leur apporter tout l'accompagnement nécessaire en matière d'infrastructure télécom, en matière d'infrastructure IT et tout le coaching nécessaire dans cet environnement-là. Les transports et la logistique, deux autres domaines dans lesquels le royaume chérifien compte apporter son expertise. 3 accords ont été signés dans ce sens, avec pour principal bénéficiaire le secteur privé ivoirien.
La convention porte sur l'amélioration du parc automobile. Aujourd'hui, le parc automobile de la Côte d'Ivoire est quand même à un moyen âge de 22 ans. Je pense qu'il y a des possibilités de l'améliorer, il y a des possibilités de financement. Ce mémorandum va porter sur le développement des infrastructures routières, des infrastructures des gares routières et aussi du transport urbain, interurbain et des marchandises. Des mémorandums d'entente, des conventions. Au total, la coopération ivoiro-marocaine compte 14 nouveaux accords. Dans des secteurs aussi variés que porteurs, ces accords traduisent la conviction des deux États à privilégier la coopération sud-sud pour un développement économique et social commun. Dans le domaine médical également, le Maroc apporte son expertise au personnel sanitaire ivoirien. Le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon en Côte d'Ivoire ont signé une convention de partenariat hospitalier. Le reportage de Sita Soro. En marge de la visite de travail et d'amitié du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI en Côte d'Ivoire, le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon ont procédé à la signature de conventions de partenariat hospitalier. Elle permettra au CHU Mohamed VI d'assister celui de Yopougon dans divers domaines, notamment celui de la formation, a précisé la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Il est du rôle et des missions d'un ministre de la Santé de faire en sorte que les agents de santé aient un niveau de connaissance, même un niveau de réactivité extrêmement important. Et cela se fait bien sûr par l'échange d'expertise, l'échange d'expérience. Pour le directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech, cette convention, loin d'être unilatérale, consistera à un partage d'expériences ainsi que le renforcement de la coopération et de la collaboration entre ces deux centres hospitaliers. On pourrait parler de la médecine d'urgence, c'est une priorité, mais il y a aussi la cancérologie, l'oncologie médicale, adulte et pédiatrique, la greffe et transplantation de tissus et d'organes. Et dans ce cadre, on serait bien sûr ravis que vous puissiez donner vos instructions afin de recevoir une délégation du CHU de Yopougon à Marrakech. Cette signature de convention de partenariat entre le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon se fait en marge de l'inauguration ce mercredi par le roi Mohamed VI du service des urgences de médecine du CHU de Yopougon. Plus que 3 mois avant les Jeux de la francophonie Made in Côte d'Ivoire, le vice-président ivoirien a visité aujourd'hui les chantiers des infrastructures de ces 8e Jeux et il confirme que le pays sera fin prêt pour juillet 2017. Issaïo. Le vice-président suit les chantiers de la francophonie. Le stade Houphouët-Boigny au plateau, le parc des sports, le vélodrome et l'espace Calan-le-Bois à Trècheville, le stade Champeau de Marcory et le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, ont été visités par Daniel Kablan-Duncan. À 3 mois des Jeux de la francophonie à Abidjan, il apprécie l'avancée des travaux. Les choses ont rapidement avancé. Bon, on a des taux qui sont de 90 ailleurs là-bas. En fait, c'est une moyenne au-dessus de 80%. Ça veut dire que nous serons totalement prêts pour les Jeux de la francophonie. Et je crois que le président Alassane Ouattara a eu raison de prendre cette décision de maintenir les Jeux. Ce résultat a été obtenu en 2 mois de travaux. L'entreprise Nedaï, maître d'ouvrage, rassure le vice-président que tous les chantiers seront livrés dans les délais. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Ces Jeux vont mobiliser 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs issus de 80 pays francophones et plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Après cette visite de chantier, Daniel Kablan-Duncan a échangé ce mardi avec des chefs d'entreprise françaises. En premier, les dirigeants du groupe Bouygues et ensuite une délégation du patronat français. Mahama Traoré et Awa Touré. Une autre visite du mouvement des entreprises de France à Abidjan. Cette fois, pas pour une prospection du marché ivoirien, mais plutôt pour proposer son assistance aux villes ivoiriennes sur la question du développement durable. Ce, dans un contexte d'urbanisation galopante. Composée d'une 50aine de patrons français, la délégation du MEDEF a rencontré le vice-président Daniel Kablan-Duncan.
aider à trouver les bonnes solutions urbaines, pas seulement pour Abidjan, pour l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui dans une équation difficile puisqu'elles doivent absorber entre 2,5 et 3% de population urbaine plus chaque année. Il faut à la fois assurer que cette population est hébergée, accueillie dans les meilleures conditions, que les solutions qui soient trouvées soient durables et surtout soient innovantes. Ce que nous avons examiné avec Monsieur le vice-président de la République, c'est l'ensemble des secteurs concernés, que ce soit ce qu'on appelle la planification amont, que ce soit les constructions, que ce soit la vie quotidienne, les transports urbains. Avant la délégation du MEDEF, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec un autre patron français, Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues. Lui et son groupe entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'infrastructures de transport. On a refait un petit peu un tour de tous les projets d'infrastructures qui sont prévus sur la Côte d'Ivoire. Alors d'abord les projets routiers. Il y a des grands axes qui vont être faits, dont celui de San Pedro au Mans. Et puis un autre axe, je n'ai pas tous les noms des villes, le long du Ghana, qui redescend ici vers le sud. Après, on a reparlé d'un grand projet que vous connaissez bien, c'est le métro d'Abidjan, bien sûr. Il faut que ce projet se fasse. Je pense que ça avance, les négociations entre les bailleurs de fonds, le concessionnaire, tout ça, ça se met en place. Donc ça, ce sont les deux grands projets sur lesquels on travaille en ce moment. Un autre soutien traduit au vice-président Kablan-Duncan, celui de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, afin de réduire de manière considérable le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. Un taux estimé à environ 45% de la population. C'est une alliance mondiale qui va appuyer les gouvernements au niveau national de créer de meilleures conditions pour la réalisation de leur politique d'alphabétisation pour tous les citoyens dans leur pays. Ça, c'est par le partage du savoir, de bonnes pratiques, qu'est-ce qui marche le mieux, comment créer une meilleure qualité des programmes d'alphabétisation, et tout ça avec la volonté et l'espoir de faire plus de personnes alphabétisées dans le monde, au niveau national, au régional, et nous, on fait de notre mieux pour le niveau global. Environ 768 millions de personnes sont analphabètes dans le monde. C'est pour réduire ce handicap intellectuel que l'UNESCO a créé en septembre 2016 l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Elle est coprésidée par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Conclave concluant pour la haute direction du budget et des finances. Après 48 heures de travaux à huis clos, la fumée blanche est apparue. Avec elle, 11 recommandations. Il s'agit entre autres de renforcer le dispositif d'encadrement des acteurs et du suivi des délais de passation des marchés afin d'atteindre les délais réglementaires de 88 jours. Noël. Fini le séminaire sur la direction générale du budget et des finances, bilan et perspectives pour une gestion performante des finances publiques. La haute direction, les directeurs généraux adjoints, l'inspecteur auditeur général, les directeurs centraux et les sous-directeurs ont passé au crible l'année 2016, 48 heures durant. Premier constat, les plans d'action stratégiques 2016 et 2017 ont affiché un taux de satisfaction de 82,5%. Sur les rapports des différentes directions, les échanges ont permis de faire des recommandations pour améliorer les résultats de la dite direction. Il s'agit entre autres de la prise des tests réglementaires d'application des directives de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la poursuite de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le renforcement du dispositif d'encadrement des acteurs et de suivi des délais de passation des marchés. Venu clore les travaux de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État a salué la qualité de la rencontre. Toutes choses qui vont rendre à la direction du budget toutes ces lettres de noblesse pour une Côte d'Ivoire grosse de son ambition d'être émergente d'ici à 2020. Et c'est pour le même objectif que 300 leaders d'opinion sont formés à la gestion du budget participatif. Ils ont maintenant une connaissance très précise des notions clés autour de la gouvernance locale et de la décentralisation.
Kader Sogodogo. Le taux de pauvreté des ménages en Côte d'Ivoire est passé de 51% en 2011 à 46% en 2015, selon les chiffres de l'Institut national de statistique INS sur les ménages. Ainsi, pour faire face aux défis du développement et à la réduction de la pauvreté dans le pays, la Côte d'Ivoire a entrepris des réformes dans sa politique de décentralisation. Une politique qui vise à rapprocher les centres de décision des citoyens. Un rapprochement pour accroître leur participation dans les prises de décision pour une efficacité du service public. Mais force est de constater que depuis le début de la décentralisation, la participation des populations dans le processus de décision reste encore faible ou inexistant, d'où le renforcement des capacités de 300 leaders d'opinion des villes d'Abengourou, Bondoukou, Daloa, Divo, Diokoué, Fekese-Dougou, Katiola, Man et Yamoussoukro. La phase actuelle sera celle d'associer les populations à l'élaboration d'une partie du budget de la mairie pour sa mise en œuvre commune. L'objectif de la Fondation Akwaba, appuyée donc par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, c'est d'étendre, atteindre une masse critique de communes qui adoptent donc le processus budgétaire participatif. Les représentants des 10 collectivités territoriales décentralisées concernées auront ainsi les outils adéquats de la bonne gouvernance et la maîtrise de la planification participative. Aujourd'hui, mardi 28 février, la journée a été particulière pour les tout-petits des établissements scolaires. Ils se sont tous déguisés à l'occasion du Mardi Gras. Une fête célébrée chaque année à la veille du mercredi des Cendres, premier jour du carême chrétien. Des processions dans les rues, des repas partagés en lieu et place du programme scolaire habituel. Paris se reconnaît. C'est tout petit, vêtu d'un pantalon bleu foncé, d'une chemise bleu ciel et d'un calot sur la tête. Ces femmes, elles, portent des treillis. Ce sont les élèves et les maîtresses de la maternelle du groupe scolaire Les Anges Noirs d'Abobo. Ces tenues vestimentaires sont portées par ses encadreurs et ses élèves de la maternelle à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la fête du partage, c'est la fête du déguisement. J'ai aimé ces corps habillés là pour l'effort qu'ils fournissent pour la nation, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai habillé mes enfants en tenue de policiers. Je suis content de porter habit de policiers, parce que j'aime les policiers. Autre groupe scolaire, autre tenue vestimentaire. Les écoles maternelles, les royaumes des enfants et le groupe scolaire, les académiciens, situés respectivement à Angré-Château et aux deux plateaux dans la commune de Cocody, élèves et encadreurs sont vêtus en tenue antillaise et nigériane. C'est une occasion pour nous de présenter la culture de la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Une façon de parler d'intégration. Cette année, j'ai dit aux parents de se mettre en tenue nigérienne. Après, c'est la prise de photos pour les souvenirs. À l'école maternelle Pavillon de la Grâce située à la Riviera 2, c'est la tenue vestimentaire du Burkina Faso qui a été retenue cette année. Au cours de cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis content de fêter Mardi Gras mes amis. En plus des encadreurs, ces tout petits de la maternelle étaient accompagnés pour la circonstance de leurs parents. Je suis vraiment fière que ma fille s'accommode une autre culture, c'est excellent. Mon enfant a porté une tenue de policier là, ça me fait tellement plaisir que puis son père est encore habillé, mon monsieur mis c'est vraiment dit. Autrefois appelé jour charnel, le Mardi Gras est célébré chaque année à la veille du mercredi des Cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. Et ce 28 février est également la journée mondiale sans Facebook, une journée qui a pour objectif de lutter contre la cyberdépendance et favoriser le contact humain. Est-il possible de se passer de Facebook toute une journée, surtout pour les jeunes générations? Devi Soyo et Astou Touré. Comme le dit l'adage, l'habitude est une seconde nature. En ce jour du 28 février, journée mondiale sans Facebook, une journée méconnue de certains utilisateurs, et même pour ceux qui le savent, il est difficile de se passer de ce réseau social, même pas pour une journée dans l'année. Quand j'ai la connexion, ce n'est pas possible de passer une journée sans aller sur Facebook.
J'utilise Facebook surtout quand je m'ennuie. Voilà, et puis peut-être mettre certaines publications ou voir certaines actualités et tout. Je ne peux pas faire une journée sans passer sur Facebook. Il y a beaucoup d'avantages dans la mesure où on peut trouver peut-être des annonces d'emploi sur Facebook. Voilà, retrouver des amis ou des parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pour Armelle, Facebook représente beaucoup. Pour elle, impossible d'imaginer un jour sans se connecter sur sa page. Une journée, bon, pour moi, c'est pas possible. Me déconnecter de Facebook une journée, c'est comme je n'ai aucune information dans le pays. Par contre, certaines personnes disent pouvoir s'en passer des jours pour diverses raisons. Certains jeunes même affirment ne même pas avoir de compte Facebook. Quand je suis en période de prépa, en tout cas Facebook, souvent, je peux faire une journée sans aller dessus. Même quand j'ai la connexion, je vais beaucoup plus sur le web aller faire des recherches. J'attends parler de Facebook. Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé sur Facebook. La journée mondiale sans Facebook, qui se déroule chaque 28 février, a pour but de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Également casser cette société virtuelle pour revenir aux fondamentaux, en un mot, permettre à la vraie vie de ne pas disparaître, selon les promoteurs de cette journée. Lutte contre l'insalubrité, la caravane de l'opération Grand Ménage a démarré hier lundi. C'était dans la commune de Yopougon. Au programme sensibilisation et encore sensibilisation des populations pour un cadre de vie sain. Grâce Kando. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable donne ici le top départ de la caravane de l'opération Grand Ménage dans la commune de Yopougon. En présence de toutes les couches sociales, Anne Désirée Ouloto est revenue sur l'intérêt de cette action. Nettoyage communautaire, balayage des grandes artères et ménage personnel sont entre autres les points sur lesquels la population a été exhortée. Le message a été bien véhiculé auprès des populations pour leur expliquer l'intérêt d'une telle initiative, l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre, assaini. Et nous en avons profité pour également sensibiliser les riverains parce que nous avons constaté qu'un caniveau était bouché et ce caniveau donc retenait des eaux de pluie qui deviennent donc des eaux stagnantes et qui constituent donc un nid pour des moustiques, n'est-ce pas, et qui viendront demain nous retrouver dans nos maisons, nous rendre malades. C'est une action qui vient à point nommé et nous devons saisir la balle au bon pour faire en sorte à ce que désormais nos communes soient véritablement propres. Un message entendu, des initiatives sont déjà prises dans le sens de la salubrité. Moi-même, chaque matin, même si on ne m'a pas dit, je balaie devant ma porte. Immeuble que je suis dessus, chaque matin, je balaie. Et je dis aux femmes, on n'est qu'à balayer. Apprendre à vivre propre et dans un environnement sain, c'est ce à quoi le gouvernement veut amener les Ivoiriens. Désormais, les premiers samedis de chaque mois sont consacrés au grand ménage dans les villes et communes sur tout le territoire national. Un cadre de vie sain participe à une bonne santé, l'eau potable également. Mais c'est une nécessité qui est devenue aujourd'hui un luxe pour les populations d'Adi Kofikro, c'est dans la région de Unzi. Elles n'ont plus accès à l'eau potable depuis plus de 10 ans et les puits qu'elles ont creusés depuis l'arrêt de leurs pompes hydrauliques sont maintenant à sec. Célestin Kofi et Thérèse Yoboué. Adi Kofikro est un village peuplé de 2000 âmes. Ce village ne dispose que d'une seule pompe tombée en panne il y a plus de 10 ans. Selon le chef de ce village, Narcisse Adi Kofi, et la présidente des femmes, de nombreuses démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes pour la réparation de la pompe, mais en vain. Pour satisfaire leurs besoins en eau, les femmes ont creusé des puits dans un bas-fond non loin du village. Mais avec la longue sécheresse que connaît la région, tous ces puits sont à sec. En tout cas, notre souhait, c'est d'avoir encore 3 autres pompes. En attendant le HVA, nous souhaitons encore 3 pompes pour subvenir aux besoins de la population. Pour avoir un peu d'eau, les femmes sont obligées de veiller. La quête de l'eau provoque également de nombreuses querelles entre elles, qui reviennent très souvent, les cuvettes vides. L'eau que consomme actuellement la population est de mauvaise qualité et peut être source de maladies. Pour cela, les populations d'Adi Kofikro souhaitent la réparation de leurs pompes
et la réalisation de 2 autres afin que Adi Kofikro ait en permanence de l'eau potable. Des experts indiens sont à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour faire des consultations gratuites en urologie, cardiologie et en neurologie. 50 malades par spécialité et par jour sont attendus. Ces consultations gratuites vont durer 3 jours pour tisser aussi un partenariat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire en vue d'une prise en charge efficiente des malades. Ami Sissoko. Des experts indiens en cardiologie, urologie et neurologie sont à Abidjan pour apporter leur expertise à l'amélioration de la prise en charge des malades. Une initiative de l'ONG indienne India Meditour et Star Hospitals. Une coopération médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde en vue de lutter contre l'hypertension, les AVC, accidents vasculaires cérébraux et les maladies urinaires. 3 maladies qui font beaucoup de victimes selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quand on regarde la situation épidémiologique actuellement, nous avons beaucoup d'hypertendus, nous avons beaucoup qui font les accidents vasculaires cérébraux, nous avons beaucoup qui présentent des problèmes de cardiologie. C'est faisant donc nous sommes amenés à anticiper en termes de renforcement des compétences de nos prescripteurs, de nos consultants et en termes d'équipement également. Nous voulons partager avec les efforts des Ivoiriens pour donner la santé pour les gens. Nous pouvons partager et faire la collaboration dans la formation pour donner la formation pour les spécialistes entre les 2 pays. Du lundi 27 février au mercredi 1er mars, des consultations gratuites et prises en charge des malades sont prévues en cardiologie, urologie et neurologie dans le CHU de Cocody, Trècheville et Yopougon. Par jour, au moins 50 malades par spécialité sont attendus. Direction le centre de recherche politique d'Abidjan. Le syndicalisme ivoirien y était au cœur d'une rencontre de réflexion. Faut-il supprimer les revendications syndicales pour maintenir la paix sociale? Comment revendiquer tout en assurant la stabilité sociale? Gabriel Zani. Les revendications syndicales sont parfois loin de garantir la paix sociale. Alors comment amener les syndicats à faire uniquement usage des modes et procédures légaux de revendication? Pour ce panéliste, les revendications doivent être à 100% d'ordre professionnel. En cas de désaccord entre salariés et employeurs, la communication, la négociation, la grève, la manifestation pacifique sont les recours conseillés. Il s'agit de montrer comment est-ce que le syndicalisme peut aujourd'hui utiliser les outils juridiques qui sont mis à sa disposition pour continuer sa lutte pour aider les travailleurs de manière à leur apporter le bien commun dont ils ont besoin aujourd'hui, de leur permettre de participer au développement de la société parce que c'est leur travail qui permet à la Côte d'Ivoire de se développer. Une pratique syndicale comme catalyseur de la stabilité sociale est utile pour le développement du pays. Le dialogue social, je voudrais vous le dire, constitue la pierre angulaire de la politique managériale du Premier ministre. Cette porte du dialogue qui s'est ouverte ne sera jamais fermée et les partenaires sociaux savent qu'ils trouveront toujours, à travers le chef du gouvernement, une oreille attentive et une disponibilité permanente pour répondre à leurs préoccupations. Les grèves, les manifestations sur fond politique ont bien des fois menacé la stabilité sociale. Ce panel est une contribution à l'amélioration des procédures de revendication. Le monde religieux et le milieu carcéral ivoirien sont en deuil. L'imam de la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, décédé le mercredi dernier, a été inhumé hier lundi. L'imam Ibrahim Bredji, originaire de Lakota dans le centre-ouest du pays, a reçu un dernier hommage de la nation. Paris se reconnaît. El Hadj Ibrahim Bredji, imam de la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka, décédé dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 février dernier, a été inhumé au cimetière d'Abobo. Fervent musulman et engagé pour la cause de l'islam, l'imam Ibrahim Bredji a reçu les hommages de la communauté musulmane et chrétienne. En plus des imams et guides religieux, membres du gouvernement
et fidèles musulmans n'ont pas voulu rester en marge de cet hommage rendu à l'aumônier principal des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. Originaire de Lakota au centre-ouest de la Côte d'Ivoire et souffrant depuis quelques mois d'une maladie pernicieuse, Imam Ibrahim Bredji part laissant derrière lui l'épouse et des enfants attristés. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire paie à travers cette disparition un grand guide qui a passé toute sa vie des religieux à reconvertir à l'islam des prisonniers ou des personnes en conflit avec la loi. Pour ces fidèles musulmans inconsolables, ce n'est qu'un au revoir. En République démocratique du Congo, le corps d'Étienne Tshisekedi sera rapatrié le 11 mars dès la fin des travaux d'aménagement de son caveau dans le nord de Kinshasa. Le leader historique de l'opposition congolaise repose depuis un mois dans un funérarium de Bruxelles. Après d'interminables tractations entre l'opposition et le pouvoir sur le rapatriement, l'organisation des obsèques, c'est la famille qui a finalement tranché. Voilà, merci de votre attention. Nous entrons en mars demain. La rédaction de RTI 1 vous souhaite déjà un excellent mois de mars, toujours sur nos antennes. Bonne soirée à tous.